Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, nous parlons d'un groupe d'espèces aussi méconnu que fondamental pour l'équilibre de nos écosystèmes, les chauves-souris. Souvent victimes de peurs, d'idées reçues ou de conflits d'usage, elles jouent pourtant un rôle essentiel dans la régulation des insectes, la pollinisation et la santé des milieux naturels. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dimitri Koto-Ngobi, géographe et agronome de formation, spécialiste de la conservation des chauves-souris et expert en gestion des crises et catastrophes hydroclimatiques. Consultant indépendant, formateur, acteur associatif très engagé, Dimitri a travaillé au sein de plusieurs ONG au Bénin et dirige aujourd'hui le groupe d'action pour le développement à la base, l'ONG GRADEB. Ses travaux de recherche portent notamment sur la conservation des chauves-souris à Parakou, la gestion des ressources en eau, les conflits d'usage et l'utilisation des cycles pour la prévention des risques climatiques. Alors avec lui, nous allons explorer son parcours, ses recherches et les enjeux de la conservation des chauves-souris au Bénin et plus largement en Afrique de l'Ouest. Bonne écoute. Alors Dimitri, bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Bonjour Hélène. Pour commencer, et je vais te laisser tout de suite la parole, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours et ce qui t'a conduit en tant que géographe et agronome à te spécialiser dans la conservation des chauves-souris? Merci Hélène. Je suis Boni Dimitri Kotongobi et il faut dire que j'ai fait mes études supérieures en agronomie avant d'aller en géographie. Et lorsque j'étais en agronomie, je me suis intéressé aux questions de la faune et des aires protégées en faisant l'École nationale supérieure d'aménagement et de gestion des aires protégées qui était vers le parc du W au nord du Bénin. Et c'est une inspiration qui m'est parvenue à travers les observations que j'ai faites sur le terrain sur la spécificité de l'espèce chauve-souris qui est de l'ordre des chiroptères. Et je me suis posé des questions de savoir pourquoi cette espèce emblématique a souvent la tête baissée vers le bas, alors que toutes les autres espèces que j'ai eu à rencontrer au cours de mon parcours sont quand même des espèces qui arrivent quand même à prendre de l'appui sur le sol ou sur les arbres pour s'envoler. Et c'est ce qui a poussé ma curiosité à faire des recherches spécialistes de ces recherches-là pour pouvoir donc étudier les paramètres de conservation de l'espèce parce que entre-temps, l'espèce se trouve en train d'être dans la liste rouge de l'UICN comme étant une espèce en danger critique. Donc voilà ce qui m'a inspiré à aller de ce côté. Et en amont, je me suis intéressé à la géographie parce que il fallait concilier des efforts pour voir l'eau. Quel est le lien qui pourrait exister entre l'eau et donc également la végétation pour conserver les habitats des chauves-souris. Voilà, Hélène, c'est pourquoi je me suis spécialisé dans la conservation des chauves-souris. Merci Dimitri pour cette belle entrée en matière. On aura l'occasion évidemment de creuser tout au long de notre entretien ces différents sujets. Moi, je voulais juste revenir sur votre engagement. Vous avez un parcours très engagé. Enfin, tu as occupé très tôt des responsabilités au sein d'ONG environnementales. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager aussi jeune dans ce domaine? Dans mon jargon ici au Bénin et dans ma famille, l'environnement est le socle de toute vie. La base de toute chose, c'est de pouvoir se nourrir de l'environnement et en retour, conserver l'environnement pour que les générations futures puissent en bénéficier. De ce fait, il m'incombe alors de pouvoir m'intéresser à tous les aspects de l'environnement. C'est pour la grande raison que je me suis initié très tôt au niveau des organisations non gouvernementales qui travaillent pour l'environnement en étant pour la première fois en 2016 directeur exécutif de l'ONG Tourisme, Éducation et Protection de l'Environnement au Bénin. Non seulement j'aime voyager, je me suis intéressé aux questions de tourisme. Également, il fallait quand même pouvoir permettre aux plus jeunes de comprendre aussi
ce que l'environnement apporte à la société, d'où l'éducation environnementale, sociale et sanitaire qui est orientée vers les plus petits. Après cela, je me suis intéressé également aux communautés autochtones pour quand même voir dans quelle mesure, avec les outils des systèmes d'information géographique, on pourra aborder un certain nombre d'aspects pour permettre de faire une agriculture durable au niveau donc de cette communauté, ce qui a fait que je suis allé au niveau de l'ONG GRADEP dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais bien avant d'arriver là-bas, j'ai pris par l'ONG et Agriculture biologique au service de l'environnement, où nous avons appris à faire beaucoup de choses à travers la certification écossais pour les normes EOS et normes de l'Europe et des États-Unis. Du coup, également, on s'est intéressé à l'environnement vers point de développement durable en mettant l'accent ici beaucoup plus aux espèces de la biodiversité pour la protection des écosystèmes. Voilà autant de motivations qui m'ont conduit à m'intéresser à ces questions, également à ces questions de finances climatiques où j'ai eu la chance de bénéficier de formations au niveau de Marrakech par le centre de conservation et le centre sur les changements climatiques de Marrakech. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci. Merci Dimitri. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est savoir les chauves-souris, hein. On est là pour en parler aujourd'hui. Euh, les chauves-souris, elles sont, enfin voilà, c'est une espèce qui est souvent, je pense, mal comprise, voire rejetée, parce que voilà, je pense qu'elle n'a pas forcément une apparence à première vue très sympathique. Elle a un côté un peu effrayant. Elle est associée, je pense, à pas mal d'idées qui sont pas forcément très positives. Et pourtant, elles sont essentielles pour les écosystèmes et l'agriculture. Alors Dimitri, je vais te laisser en parler, parce que tu es le mieux le placé, mais est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs qui peut-être sont moins familiers avec cette espèce, en quoi elles sont essentielles pour nos écosystèmes aujourd'hui? Merci Hélène. Il faut reconnaître que les chauves-souris sont de l'ordre des chiroptères et de la famille des mammifères. Et donc, ce sont des espèces animales qui sont de la même famille que l'humain que nous sommes, des mammifères. Et cette espèce est volante. C'est une espèce volante. C'est la seule espèce de mammifère qui vole. Mm. Et le fait que cette espèce de mammifère vole est dû à son poids par rapport à la gravité, le centre gravitationnel qui est respecté. C'est pourquoi sa tête est orientée vers le sol. Alors, les gens ont mal compris l'écologie de cette espèce du fait que ils pensent au fond que l'espèce fait le rejet de ses déjections par la bouche et fait ses besoins urinaires par la bouche. Et donc, ce sont des aspects critiques qui en réalité ne sont pas vrais, qui sont infondés, qui ne sont pas basés sur des recherches scientifiques. Et nous pouvons leur assurer qu'en réalité, ces espèces étant mammifères disposent d'un système urinaire comme les êtres humains pour les femmes et comme pour les hommes, donc chez eux, le mâle et la femelle. Mais aussi, et ont un appareil pour pouvoir donc faire leur déjection et également ont des mamelons au niveau des femelles et également le sexe masculin au niveau des mâles. Du coup, et rejeté par la société parce que les gens ont des croyances et étymologiques qui pensent que ce sont des espèces malfaisantes. Du coup, beaucoup de personnes les chassent, parfois les attrapent et les clouent contre le mur pour dire qu'ils sont en train de chasser le mal qui est arrivé dans leur maison. Pendant que, alors, ces espèces en réalité doivent être protégées parce qu'elles contribuent un tant soit peu à la pollinisation d'un certain nombre d'espèces végétales sur lesquelles on va revenir plus tard. Alors, il est essentiel de pouvoir les conserver parce que elles contribuent également à la régulation de la vie alimentaire, pour l'équilibre alimentaire, parce que elles se nourrissent des insectes et également des fruits. Donc, nous avons des catégories donc de chauves-souris qui sont au nombre de trois. Nous avons des chauves-souris frugivores qui se nourrissent donc des fruits uniquement. Nous avons des chauves-souris insectivores qui se nourrissent seulement d'insectes et des chauves-souris qui sont à la fois frugivores et insectivores qui au même moment peuvent se nourrir donc des fruits et également des insectes. Alors, en réalité, pas abus de langage. On appelle les chauves-souris, en réalité, c'est les plus petits mammifères que nous retrouvons qui volent, les plus petits. Et les plus grands, que nous appelons également chauves-souris, pas abus de langage, sont en réalité appelés des roussettes. On les appelle des roussettes. Et ces roussettes, ce sont telles qu'on revoit souvent sur des arbres.
pendant que en réalité, les chauves-souris émanent et résident beaucoup plus au niveau des égouts, au niveau des ponts et au niveau des plafonds des maisons. Donc voilà la nuance que je peux apporter à ce niveau et retirer du fait que ce sont des espèces quand même qui maintiennent l'équilibre des écosystèmes et facilitent l'agriculture. C'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Et tes recherches, Dimitri, je crois, se sont focalisées beaucoup, enfin essentiellement sur la conservation des chauves-souris à Parakou, là où tu résides, où tu résidais, mais également dans ses environs. Et alors, on n'a pas le temps aujourd'hui de creuser vraiment en détail, malheureusement, mais est-ce que tu pourrais nous dresser quelques-uns des constats majeurs que tu as pu faire toi-même en faisant ces recherches? Merci, Hélène. Et je ne pourrais pas tout étaler un peu de temps, mais je vais dire l'essentiel des constats que j'ai pu faire et des observations que j'ai réalisées au cours de mes recherches. Comme l'intitulé de mon sujet, c'était l'analyse diagnostique de la conservation des chauves-souris dans la ville de Parakou et ses environs. Il faut noter qu'au niveau de la ville de Parakou, nous avons le périmètre de reboisement de Parakou qui regorge beaucoup d'espèces végétales et ces espèces végétales sont des habitats pour les chauves-souris. Et en réalité, on a pu constater que les chauves-souris font le choix de leur habitat en fonction donc de la hauteur des arbres que nous retrouvons au niveau du périmètre de reboisement, aussi des types d'espèces végétales que nous retrouvons. Et surtout également de la circonférence donc, de ces arbres. Et quand nous parlons du houppier de ces différents arbres, on peut constater que le peuplement d'espèces végétales qui a plus d'ombrage est beaucoup plus aimé par les espèces de chauves-souris parce que à ce niveau, elles arrivent donc à y rester pendant plusieurs années pour faire donc leur reproduction. De ce fait, on a pu également constater que les chauves-souris ne volent pas de façon anarchique. Elles prennent d'abord une même fréquence au niveau des antennes de relais que nous pouvons observer au niveau donc de ces environs du périmètre de reboisement. Et à chaque soir, à partir de 18 heures, les différentes espèces de chauves-souris vont au niveau de ces antennes-là pour faire un équilibre de leur fréquence. Et chaque chauve-souris passe au niveau donc de ces antennes de relais là pour pouvoir donc avoir le même fréquence ou bien la même fréquence de vol. Alors, à partir de ce moment, elle utilise également des sentinelles qui sont au nombre de 4 qui émettent des cris pour permettre donc de donner l'orientation du vol qui va s'effectuer ce soir-là. Parce que faut vous rappeler que c'est la nuit, elles arrivent à vraiment sortir, à faire leurs envols pour aller chercher de la nourriture. Et dans la journée, elles émettent des cris pour pouvoir avoir donc le retour de l'écolocation qui leur permettent de faire face aux obstacles qui seront devant elles. Donc, à partir de ce moment, cette antenne devient donc le moteur donc, de référence de l'habitat de ces chauves-souris dans ces milieux-là. Et nous avons pu constater qu'il y a une espèce végétale que nous appelons communément Kaya senegalensis, c'est son nom scientifique que nous appelons Kaya, de façon vulgaire, Caicedra, qui sont aimées par ces espèces de chauves-souris. Mais lorsqu'elles viennent et rester au niveau de ces espèces végétales, elles, par leur excrément, intoxiquent donc l'environnement de ces espèces végétales parce qu'elles pètent les feuilles de toutes les cimes de ces arbres-là qui disparaissent et ces débris deviennent secs et donc ce qui n'est en réalité pas bon. Mais on fait le poids entre l'échec et l'avantage, c'est que l'avantage est beaucoup plus élevé que l'échec que nous pourrions observer au niveau donc de ces chauves-souris. Il faut retenir à ce niveau que et, la conservation des chauves-souris est très essentielle à travers donc les habitats que nous pouvons leur faciliter d'avoir dans chaque milieu. Voilà ce que je peux dire par rapport, pour résumer un peu les recherches à ce niveau-là. Merci, c'est vraiment passionnant, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Mais aujourd'hui, on sait donc que c'est une espèce qui est menacée, notamment, enfin voilà, on pense à la destruction de leur habitat, au conflit qu'il y a avec les populations, au changement climatique évidemment. Toi qui les connais bien, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu les principales menaces qui pèsent sur cette espèce aujourd'hui? Oui, la principale menace, c'est la destruction de leur habitat ou à cause donc de la démographie que nous pouvons observer de par le monde, les gens font la destruction donc de leur habitat pour pouvoir construire leur maison. Du coup, elles sont obligées de s'éloigner donc de leur milieu naturel
pour aller rechercher du confort ailleurs. Et lorsque nous observons cela, c'est que à un moment donné, si on fait une projection sur 50 ans, le nombre d'espèces de chauves-souris que nous avons aujourd'hui peut drastiquement diminuer, ce qui n'est pas bon pour l'écosystème dans lequel nous vivons. Alors, le conflit avec la population, c'est le fait que la population, il y a un certain nombre de personnes qui mangent la viande donc de ces chauves-souris-là. Du coup, ils sont obligés d'aller au niveau donc de leurs habitats avec des méthodes endogènes pour pouvoir donc les capturer et pouvoir donc manger de leur viande. Et à ce niveau, les forces de l'ordre, bien les agents des eaux forêts et chasse que nous avons sont obligés de faire la réglementation donc du prélèvement de la quantité d'espèces de chauves-souris et la population n'étant pas d'accord pour cela, cela conduit à des conflits qu'on peut observer, mais avec le temps, ça se règle. Et maintenant, en ce qui concerne les changements climatiques, c'est que les changements climatiques ont un impact négatif sur la croissance donc, des chauves-souris et sur le nombre d'individus qui peuvent être reproduits par an. Si nous faisons le ratio, on va constater que dans les années antérieures, le nombre d'individus de chauves-souris que nous voyons par an est aujourd'hui inférieur à ce que nous voyons les années antérieures. Donc, il faut vraiment que nous puissions prendre des mesures idoines pour pouvoir conserver intégralement les chauves-souris qui se sentent menacées de par le monde et également au Bénin. Ouais, j'entends à travers tes paroles que vraiment il y a tout un travail très très important à faire avec les communautés pour changer les perceptions, les croyances et puis les usages en fait. Tout en respectant aussi les besoins bah, de se nourrir, de développement, d'agriculture des populations. Donc c'est un peu tous les enjeux autour de la conservation communautaire. Et toi, quelle est un peu ta vision sur justement comment ces perceptions culturelles et les usages des populations influencent la conservation des chauves-souris? Lorsque nous nous basons sur l'état donc de ces perceptions culturelles, c'est que lors de nos recherches, on s'est penché également sur l'usage ethnozoologique des espèces de chauves-souris que nous protégeons. On a Mm. constaté que dans certains milieux, les, les populations utilisent des parties mortes des chauves-souris là pour faire donc un certain nombre de tisanes pour les enfants et pour des personnes qui sont souffrant de certains nombres de maladies que je me garde de citer ici. Et donc, ces différentes parties de la squelette de la chauve-souris contribuent à garantir la santé d'un certain nombre de populations. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est également le fait que les populations, au lieu d'en consommer la viande, les tuent et vont donc faire la taxidermie de ces chauves-souris pour les revendre au niveau des marchés et des animaux morts. Et dans ce contexte-là, ça influence la conservation des chauves-souris parce que ne maîtrisant pas euh, les différentes orientations pour les conserver, la population fait un usage anarchique. Donc, il est important et très capital pour nous de multiplier les sensibilisations à l'endroit donc, de ces populations pour les amener à accepter la conservation de ces espèces de chauves-souris au lieu de contribuer à leur destruction au niveau de l'environnement. Voilà ce que je peux dire. Merci Dimitri, on va refermer temporairement la partie chauve-souris et je vais faire plutôt appel à ta casquette de géographe. Donc, tu travailles sur les systèmes d'information géographique, sur la télédétection, pardon, et la gestion des risques climatiques. En quoi ces différents outils peuvent contribuer aujourd'hui concrètement à la conservation de la faune et des habitats? Merci Hélène. Et comme vous le savez, quand on parle de système d'information géographique, c'est que ça a un lien un peu au numérique. Ce sont des outils que nous utilisons pour pouvoir faire en quelque sorte la cartographie donc, des habitats de la faune ou de faire le suivi de la faune au niveau des aires protégées et aussi au niveau des périmètres de reboisement que nous pouvons avoir. Et ça nous permet, à travers la télédétection, de pouvoir identifier les zones d'impact des menaces observées au niveau donc de la faune. Et ces outils nous permettent de faire des modélisations et de faire des représentations en HD
pour pouvoir centraliser les informations et dire à la population que à ce niveau, voilà le niveau de conservation que nous avons. À tel niveau, voilà un autre niveau de conservation. Pour cela, il faut pouvoir donc concentrer la conservation ici pour que la conservation soit équitable de part et d'autre, donc de ces périmètres de reboisement ou au niveau de ces différents aires protégées. Mais les risques climatiques également ont un impact sur ça, mais les outils de télédétection et de SIG permettent quand même d'observer cela. C'est la raison pour laquelle on a fait, on a utilisé les SIG pour la prévention des risques de crues, par exemple, dans le bassin versant de l'Opara, au niveau de les étoiles de Nanon, à Parakou, au Bénin. Et ça nous a permis de donner des orientations de culture au niveau des populations qui font le champ au niveau donc de ce fleuve-là, de savoir comment mettre ou positionner le champ pour éviter des montées de crues ou des inondations que nous pouvons observer par la suite. Et également, non seulement la conservation de la faune que nous observons, la grande faune, nous avons la faune microbienne qui est également très, très capitale à conserver au-delà de tout. Parce que les intrants agricoles utilisés, les insecticides, les herbicides, autrement, qui sont ruisselés lors des pluies par l'eau, l'eau ruisselle, et donc ça va au niveau donc de ces fleuves-là, se stagne plutôt et contribue à la destruction de la microfaune que nous observons à ce niveau-là. Et donc, cela va déséquilibrer la chaîne alimentaire. Il faut donc pouvoir mettre toutes ces informations et ces éléments ensemble pour pouvoir réussir la conservation de la faune et la conservation des habitats de cette faune-là. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci Dimitri. Et on a parlé d'eau en introduction, donc tes travaux, tu as aussi fait pas mal de recherches sur les conflits, enfin autour des conflits d'usage de l'eau et l'aménagement des territoires. Pour nos auditeurs, quel lien tu peux faire entre gestion des ressources naturelles, climat et puis tout ce qui touche à la biodiversité? C'est un vaste sujet, hein, mais encore une fois, Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut reconnaître que on s'est intéressé au conflit de l'usage de l'eau, surtout de l'eau des bas-fonds. Il faut préciser cela. Et pourquoi? Parce que nous avons les bétails qui sont arrêtés par la faune sauvage, qui sont conduits par les pasteurs ou les éleveurs, si on peut le dire ainsi. Et nous avons également les paysans ou les agriculteurs qui sont dans le même milieu avec donc ces pasteurs-là. Aussi, nous avons les usagers ou les riverains de ces bas-fonds-là. Ça fait trois facteurs, donc trois éléments qui sont en jeu là. Les pasteurs, les éleveurs et les riverains. Et ce sont les bas-fonds qui servent de lieu pour abreuver le bétail conduit par ces pasteurs-là. Et ce sont également les bas-fonds qui servent de l'eau pour que les personnes riveraines viennent chercher de l'eau, les traiter pour boire à la maison comme de l'eau potable, mais aussi les paysans en utilisent pour faire le maraîchage aux alentours de ces bas-fonds-là. Alors, du moment où ces bétails ou ces animaux viennent s'abreuver au niveau du bas-fonds et cette même eau sert à la population riveraine et aux agriculteurs, ça crée une question de, de, de disponibilité d'eau. Parce que la quantité qui doit servir à la population est différente de la quantité qui doit servir au bétail et est différente également de la quantité qui doit servir aux agriculteurs. À ce niveau-là, on a observé que les bétails, eux autres, n'étant pas bien conduits, entrent dans ces eaux-là et troublent la qualité de l'eau. De ce moment, les paysans et les riverains qui utilisent pour boire, ça devient un conflit et que cela cause dans ces milieux-là. Il est donc impératif de pouvoir adopter des méthodes d'aménagement hydro-agricole pour faciliter aux paysans d'avoir de l'eau en permanence. Également, avoir un barrage spécifique pour les bétails, pour que eux autres ils viennent également s'abreuver et penser à des systèmes de forage pour les populations riveraines pour qu'elles puissent trouver de l'eau potable. Et dans ce contexte, on peut concrètement dire que les ressources naturelles sont indispensables pour chaque élément qui existe sur la Terre et ces ressources naturelles se retrouvent
tout ensemble au niveau donc, de l'écosystème de la biodiversité que nous devons obligatoirement protéger pour que toutes les couches puissent en bénéficier. Voilà ce que je peux relater un peu à ce niveau pour ne pas aller très vite en besoin. Bah Merci. oui, malheureusement, c'est vrai on est un peu pris par le temps, mais on t'écouterait pendant des heures et on aimerait discuter plus longtemps sur ces sujets. Mais on aura l'occasion sans doute de le refaire ultérieurement. Dimitri, je voudrais juste revenir avec toi sur la partie engagement. T'as été très engagé au sein, je crois, de Benin Youth Biodiversity Network, que nos auditeurs connaissent. Euh, Quel rôle, selon toi, la jeunesse peut-elle et doit-elle jouer dans dans la conservation aujourd'hui? Merci Hélène pour la question. Il faut dire que le Benin Youth Biodiversity Network est euh, un dérivé du Global Youth Biodiversity Network que beaucoup de personnes connaissent. Et au niveau du Bénin, lorsque cette association internationale de la jeunesse est arrivée, je me suis intéressé du fait que il y a toujours les questions de la biodiversité qui ressortent là. Et puisque j'aime la conservation de cette biodiversité et de l'environnement, je me suis intéressé à intégrer et avoir été coordonnateur Borgo de cette association au niveau du Bénin. Alors, la jeunesse a un rôle important à jouer dans la conservation de la biodiversité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que elle est beaucoup plus exposée aux effets négatifs que la biodiversité aura sur l'humain. Et lorsque nous sommes dans un milieu où sa jeunesse est handicapée, alors nous avons de problèmes psychologiques qui pourraient en venir. Nous avons également d'autres problèmes d'ordre matériel qui pourrait survenir. Pour cette raison, la jeunesse doit pouvoir prendre ses responsabilités en travaillant tous les jours à sensibiliser ses pairs, à travailler avec toutes les couches que nous avons pour leur expliquer le bien fondé de la conservation de la biodiversité et surtout d'un certain nombre d'espèces végétales et animales qui sont en voie de disparition. Et dans ce contexte, ça va permettre donc à ces populations, à travers donc l'engagement de ces jeunes, de comprendre que à tel moment, il ne faut pas faire ci, à tel moment, il ne faut pas faire cela. Et comme ça, on sera en train de vivre en harmonie et cette harmonie va nous permettre donc de pouvoir travailler des années encore pour que la biodiversité puisse nous servir aujourd'hui, servir à la population et à la génération future qui vient parce que nous sommes à l'ère donc de la durabilité. Donc, voilà ce que je peux dire et exhorter cette jeunesse à se concentrer sur la conservation et à s'intéresser par leur curiosité à ce que nous devons faire pour que la biodiversité puisse être protégée, car la biodiversité est le socle de toute vie. Voilà ce que je peux dire. Merci Dimitri. Alors, je crois que je regardais ta biographie, tu es ambassadeur des abeilles. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi cela consiste et peut-être parler un peu plus de façon générale de la protection des pollinisateurs, que sont bah, évidemment les abeilles, mais les chauves-souris, et puis le lien avec des systèmes agricoles durables. Il y a un célèbre auteur qui n'est pas de notre temps, Albert Einstein, qui, lors de ses recherches, a pu tirer une conclusion selon laquelle, lorsque nous aurons plus les abeilles sur la Terre, l'humain n'aura que peut-être, je crois, 5 ans à vivre, si j'ai paraphrasé, je n'ai pas toute la philosophie dans la tête. Du coup, les abeilles sont des pollinisateurs. Alors, je suis ambassadeur des abeilles aujourd'hui par le fait que je me suis intéressé un peu à travers le concours organisé par une entreprise au niveau du Bénin sur les abeilles, dont j'ai été lauréat en tant que deuxième lauréat de ce prix et on m'a décerné donc la médaille de ambassadeur des abeilles. Les abeilles, au-delà des chauves-souris, sont des pollinisateurs qui ne doivent pas disparaître parce que si les abeilles disparaissent, alors nous aurons à vivre pendant au plus 5 années dans le monde en partie. Mais aussi, pour la pollinisation avec les chauves-souris, et les chauves-souris, par exemple, sont habilitées à faire la pollinisation de Melissia excelsa, qui est l'iroko, qui est une espèce végétale. Également, de Adansonia digitata, qui est le baobab. Donc, les chauves-souris arrivent à faire la pollinisation de ces espèces végétales-là. Du coup, si nous faisons la proportion, on va constater que au fur et à mesure que le nombre des espèces de chauves-souris diminue, il y a également le nombre d'espèces d'individus
donc de Melissa excelsa également, qui est l'iroko qui diminue. Mm. Donc, ça doit interpeller les conservateurs que nous sommes à pouvoir travailler pour que ça ne soit pas une diminution observée parce que cela pourrait conduire à la destruction donc, de la vie humaine que nous devons conserver précieusement. Je vais m'en arrêter là avec le temps qui passe. Ok. Ouais, le temps passe. On va maintenant regarder un peu vers l'avenir. À travers tes expériences de terrain et tes responsabilités actuelles, Dimitri, quelles priorités, selon toi, devraient guider les politiques de conservation au Bénin? Grande question, mais on va essayer de synthétiser. Bon, les politiques de conservation doivent être basées sur la mise en place des plans d'aménagement des forêts et des périmètres de reboisement et autres. On doit pouvoir permettre aux chercheurs que nous sommes de pouvoir mettre à disposition des politiciens, des politiques, les résultats de nos recherches et de mettre ça en application. Et comme cela, on pourra favoriser donc la conservation des espèces au niveau du Bénin. Voilà ce que je peux dire. Merci. Et enfin, pour conclure, est-ce que tu auras un dernier message que tu aimerais adresser aux jeunes, aux décideurs et aux communautés pour mieux aider à protéger les chauves-souris et la biodiversité en général? Tout ce que je peux leur dire, c'est que nous sommes à l'ère des changements climatiques, la variabilité climatique qui s'observe aujourd'hui, et nous devons tout faire pour que notre génération puisse jouer son rôle de conservateur pour faciliter la vie à la génération future. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Dimitri, pour cet échange riche et éclairant. Je te remercie d'être venu aujourd'hui témoigner et je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Donc, le parcours de Dimitri à la croisée de la science, de l'action associative, de la formation et de l'engagement communautaire nous rappelle combien la conservation de la biodiversité, et notamment des espèces souvent mal aimées comme les chauves-souris, est indissociable des territoires et des populations qui y vivent. Merci également à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir suivi cet épisode des Rendez-vous de la conservation. Et si cet échange vous a intéressé, pensez à partager l'épisode, à vous abonner à notre chaîne Les Rendez-vous de la conservation et à soutenir celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection du vivant. À très bientôt pour un nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation.